Bonjour Madame, Messieurs, bonjour très chers internautes et fidèles abonnés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des MDFA. C'est devenu désormais une habitude pour vous de nous suivre donc chaque premier mercredi du mois dans cette émission où nous parlons de l'actualité de l'OTR en général et nous débattons d'un thème de la fiscalité en particulier. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 5 novembre et nous sommes encore ravis de vous savoir très heureux connectés derrière vos écrans pour ce 9e numéro de cette émission. Aujourd'hui, nous abordons un sujet parfois redouté, mais essentiel pour tous les contribuables. Il s'agit du contentieux fiscal. Que se passe-t-il lorsqu'un contribuable conteste un impôt? Comment se déroule la procédure du contentieux et quelles peuvent être les conséquences? Autant de questions que nous poserons donc au cours de cette émission. Et pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui sur ce plateau une experte, une spécialiste dans son domaine pour donc nous accompagner pendant les 1 heure de temps qui sont devant nous. Et je laisse donc le soin à Madame Ruth pour nous présenter notre invitée du jour. Ruth, à toi. Bonjour Esther, bonjour chers partenaires et internautes. Dans ce nouveau numéro des Mercredis du Fisc, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Abidé Lemou. Madame Abidé Lemou est inspecteur des impôts diplômée de l'École nationale d'administration de Lomé et de l'École nationale des finances publiques de Clermont-Ferrand en France. Elle est également titulaire d'une maîtrise en droit des affaires et d'un master en gestion des ressources humaines. Juriste fiscaliste, dotée d'une solide expérience de plus d'une quinzaine d'années au sein de l'administration fiscale, elle occupe actuellement le poste de directeur de la législation fiscale et du contentieux à l'Office togolais des recettes. Forte d'une expertise approfondie en droit fiscal, elle accompagne et supervise la mise en conformité des entreprises face aux évolutions législatives tout en pilotant les contentieux fiscaux complexes. Grâce à ses compétences avérées en question des ressources humaines, elle manage efficacement ses équipes, favorisant un environnement de travail dynamique et collaboratif. Avant de prendre la direction de la législation fiscale et du contentieux depuis janvier 2020, Madame Lemou Abiré a occupé successivement les fonctions inspecteur d'assiette et de contrôle à la direction des petites et moyennes entreprises au sein de la direction générale des impôts d'alors, chef division du centre des impôts d'Aguenivé, chef du centre des impôts des moyennes entreprises 2, chef de division du contentieux fiscal. Son expertise fiscale lui permet d'allier rigueur juridique et gestion opérationnelle, contribuant ainsi au développement et à la conformité fiscale. En tant que responsable d'un service central majeur dans l'élaboration des politiques fiscales domestiques et internationales, ainsi que dans la conduite des réformes d'administration fiscale, Madame Lemou contribue avec dévouement et probité à la construction d'une administration fiscale togolaise moderne et efficace, tout en assurant un leadership reconnu dans son domaine. Ceci lui a valu une distinction honorifique décernée par les premières autorités du pays en l'élevant au grade de chevalier de l'Ordre national du mérite. Je vous souhaite une très belle émission en compagnie de notre experte. Esther, à toi. Merci Ruth donc pour la présentation de notre invitée, Madame la directrice. Bonjour et soyez les bienvenus sur ce plateau. Bonjour Madame Esther et je suis heureuse d'être sur ce plateau. Bonjour chers partenaires, chers contributeurs. Alors, nous sommes généralement ravis lorsque nous recevons nos invités, mais nous sommes doublement ravis lorsque nous recevons une dame. Et sachez que nous sommes doublement ravis de vous avoir sur ce plateau avec nous aujourd'hui. Je suis ravie également, le plaisir il est partagé. Merci madame. Alors, chers internautes, vous le savez déjà, nous sommes en direct sur Facebook, Office togolais des recettes. Nous sommes également en direct sur YouTube, canal OTR. Restez donc connectés. Abonnez-vous à nos différentes pages si ce n'est encore fait. Et surtout, partagez le lien du direct autour de vous pour inviter le maximum de personnes à nous rejoindre donc, et à profiter de ce moment riche en informations. Voici donc le décor planté. Ne bougez surtout pas. Asseyez-vous confortablement et place à l'émission.
Rebonjour à toutes et à tous, nous sommes sur le plateau des MDF et nous parlons aujourd'hui du contentieux fiscal. Et nous avons comme invitée Madame Abiré Lemou, elle est la directrice de la législation fiscale et du contentieux. Madame Lemou, rebonjour. Rebonjour Esther. Alors nous voulons parler aujourd'hui du contentieux fiscal. Pour commencer, expliquez-nous de façon simple quand on entend par contentieux fiscal. D'accord, merci Esther. C'est vrai, vous l'avez soulevé, c'est un thème qui interpelle beaucoup, qu'on ne comprend pas toujours et qui est très intéressant. Alors, de façon simple, ce qu'on peut dire sur le contentieux fiscal, c'est que c'est une forme particulière du contentieux administratif qui porte sur les litiges ou les actions menées par l'administration fiscale dans le cadre de ses missions de collecte de l'impôt. Donc, le contentieux, il peut être un contentieux d'assiette lorsque la contestation porte sur une imposition, qu'elle soit primitive ou supplémentaire. Nous aurions l'occasion de revenir sur ces aspects. Et le contentieux peut également porter sur le recouvrement de l'impôt, donc sur la procédure de recouvrement, sur l'impôt même, sur l'impôt même qui doit être payé, collecté. Et donc, de façon générale, au sein de l'administration fiscale, quand on parle du contentieux fiscal, cela désigne également le service qui est en charge de traiter, de connaître des litiges qui peuvent opposer le contribuable, qui sont nos partenaires, et l'administration fiscale. Donc voilà de façon très ramassée ce que je peux dire en quelques mots sur le contentieux fiscal. D'accord. Merci beaucoup, madame. Alors généralement, nous entendons plus parler du contrôle fiscal. Alors en quoi est-ce que le contentieux fiscal se distingue du contrôle fiscal? Alors, le contrôle fiscal, vous le savez très bien, nous sommes dans un système fiscal déclaratif, auto-liquidé. Alors, le contrôle fiscal apparaît comme un corollaire, justement, de ce système fiscal, c'est-à-dire c'est la possibilité qui est donnée à l'administration fiscale de s'assurer de la conformité des déclarations souscrites par les contribuables. Et si besoin est de relever les irrégularités, les omissions et les présenter aux contribuables, les mettre à la connaissance, les porter à la connaissance du contribuable. Donc c'est une simple routine de vérification. C'est une simple routine de vérification. Alors, il se distingue particulièrement par ses objectifs. En réalité, le contrôle fiscal, il vise d'abord un objectif pédagogique. Pédagogique en ce sens-là qu'il vise à corriger, je le disais tantôt, les incohérences, les manquements, les irrégularités, les omissions que le contribuable a pu faire de bonne ou mauvaise foi, et donc de les relever et de permettre à ce contribuable-là de ne plus de corriger ses déclarations pour les échéances futures. Donc, il a également un objectif répressif parce que lorsque ces omissions et irrégularités sont commises, ça crée un préjudice pour le trésor public. En ce sens, il faudrait que l'administration fiscale puisse corriger ce préjudice-là qui a été porté au trésor public. Il a un objectif dissuasif, d'abord pour le contribuable qui est vérifié, pour que les mêmes erreurs ne puissent pas se répéter dans les déclarations ultérieures qu'il aura à souscrire, mais aussi pour les autres contribuables partenaires, pour que les mêmes erreurs, qui ne tombent pas dans les mêmes erreurs, je vais lui dire ainsi. Et le dernier objectif qui est mis en exergue généralement, c'est l'objectif budgétaire, bien évidemment, qui rentre dans les missions de l'administration fiscale, qui est d'assurer la collecte des recettes publiques au profit du Trésor. Donc, le contentieux fiscal, par contre, si on reste dans ce schéma de contrôle, le contentieux fiscal, lui, il vient après l'exécution de l'activité du contrôle. Lorsque le contribuable, après avoir subi une
une procédure de contrôle n'est pas satisfait de l'imposition qui est mise à sa charge, la loi lui offre cette possibilité-là de faire ou de soumettre une réclamation contentieuse pour que le juste impôt puisse être mis à sa charge. Donc l'objectif principal du contentieux fiscal, c'est de rétablir la justice fiscale et de mettre à la charge du contribuable le juste impôt, le juste et strict impôt qui doit être collecté. Donc, pour récapituler, nous retenons que le contrôle fiscal a 4 objectifs. Oui. Objectif pédagogique, répressif, dissuasif et budgétaire. Exactement. Et donc, le contentieux fiscal, par contre, a pour objectif de rétablir la justice Fiscale. Oui. D'accord. Et donc, de la même manière dont le contrôle fiscal, il existe plusieurs types de contrôle fiscal, est-ce qu'il existe également plusieurs types de contentieux fiscal? Oui, je le disais un peu en présentant sommairement le contentieux fiscal, qu'on peut avoir le contentieux de l'assiette, le contentieux du recouvrement. Mais au-delà de ça, tous les actes pris par l'administration fiscale peuvent faire l'objet de contentieux. Donc, vous allez voir, on peut avoir un contentieux pour excès de pouvoir, contentieux en annulation et bien d'autres. Mais non, le contentieux fiscal, les types de contentieux fiscal. Donc, lorsqu'on s'arrête au contentieux de façon stricte, c'est ce que je viens de dire, c'est la juridiction contentieuse. Nous reviendrons sur les différentes phases. Mais le contentieux fiscal regroupe également ce qu'on appelle les recours gracieux et les dégrèvements d'office. C'est tout ça que le contentieux fiscal embrasse. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes la directrice de la législation fiscale et du contentieux. D'après votre expérience, quelles sont les raisons courantes, quelles sont les causes les plus fréquentes de litiges entre les contribuables et l'administration fiscale? Bon, il faut dire que la matière fiscale en elle-même est une matière très complexe, qui n'a pas fini d'être appréhendée par les fiscalistes eux-mêmes. Donc, de telle sorte, et au vu de l'évolution, elle se complexifie davantage de jour en jour. Et malgré les efforts de simplification qui sont menés, qui sont entrepris, elle reste toujours une matière pas toujours aisée à appréhender. Donc, les litiges peuvent naître justement de l'interprétation qui peut être donnée aux dispositions fiscales qui sont prises ou qui sont contenues dans la loi de finances, dans le dispositif fiscal interne. Donc, les causes les plus fréquentes sont généralement liées à l'interprétation. Mais les litiges portent également sur la procédure elle-même. Parce que c'est une procédure aussi assez complexe quand on prend le contrôle fiscal. Mais la loi fiscale est tellement réglementée par les procédures, les délais et les actes qu'il faut poser. Donc, un acte peut être mal posé ou le contribuable peut interpréter l'acte régulièrement posé par l'administration fiscale comme un acte erroné ou abusif. Donc, il y a cet aspect-là qui peut apparaître. Il y a aussi le fait, et il faut se l'avouer, il y a aussi le fait que l'impôt, en réalité, ne fait pas forcément l'objet d'adhésion des contribuables. Donc, vous allez voir des réclamations contentieuses qui se fondent seulement sur le désir de contester. Parce que je vais l'appeler ainsi, une forme de rébellion contre la collecte même de l'impôt, pour diverses raisons, bien entendu. D'accord. Et donc, en parlant de la procédure du contentieux proprement dit, quels sont les principaux acteurs impliqués dans cette procédure? Merci, Madame Esther. Il faut dire que la procédure du contentieux, de la réclamation contentieuse, je vais le dire ainsi, est déclenchée évidemment par le contribuable, puisque c'est lui qui a intérêt à agir, c'est lui qui revendique le bénéfice qu'on lui reconnaisse ou qui conteste la régularité d'une imposition, d'une action ou d'une procédure
entreprise à son endroit par l'administration fiscale. Donc, le premier acteur, bien évidemment, c'est le contribuable qui introduit sa réclamation contentieuse. Maintenant, qu'il introduit, il peut l'introduire lui-même ou le faire par l'intermédiaire d'un représentant légal. Et lorsqu'il introduit, il doit l'introduire auprès du service qui a émis l'imposition ou qui a émis l'acte qu'il conteste. L'autre acteur qui concerne particulièrement ma direction, c'est le service qui est en charge de l'instruction des dossiers au contentieux, notamment la division du contentieux fiscal. Donc, qui se chargera maintenant de faire l'instruction de la réclamation qui lui est soumise. Et en dernier lieu, bien sûr, c'est le commissaire des impôts qui a la décision, de toute réclamation contentieuse. D'accord. Voilà. Alors, vous avez dit que ça peut être le contribuable ou son représentant légal. Qui peut être le représentant légal? Alors, le contribuable peut désigner toute personne et il peut mandater toute personne à le représenter. Généralement, à la différence du contrôle fiscal, même là, dans la phase administrative, que ce soit en contrôle fiscal ou en contentieux fiscal, le contribuable peut se faire représenter par son conseil fiscal, mais il doit dûment lui délivrer un mandat régulier. Par contre, lorsqu'il se fait représenter par un avocat, un notaire ou un représentant légal reconnu, il n'a pas besoin d'un mandat. Mais si c'est un avocat, il n'a pas besoin d'un mandat. D'accord. Alors, vous l'avez dit un peu plus haut que l'une des causes pour lesquelles le contribuable peut faire recours au contentieux est peut-être simplement le non-consentement volontaire à l'impôt. Alors, est-ce que tous les différends avec le fisc peuvent donner lieu à la saisine du contentieux? Oui, je le disais, toute action prise par l'administration fiscale peut faire l'objet de contestation. Donc, j'ai un peu brossé les types de contestation, les types de recours qui peuvent être un recours pour l'assiette, le recours, un recours pour excès de pouvoir, un recours en responsabilité de l'État, un recours en annulation. Donc, tous les actes pris par l'administration fiscale dans le cadre ou dans l'exécution de ses missions de collecte de l'impôt peuvent faire l'objet de contentieux. Sauf que le contentieux fiscal, tel que nous l'entendons ici, qui est géré par le service du contentieux fiscal, ne connaît que des litiges qui concernent l'assiette ou le recouvrement de l'impôt. Les autres recours peuvent être portés devant les instances appropriées, notamment les tribunaux de notre État. D'accord. Et avant même que la procédure ne commence, quelles sont les conditions de recevabilité des dossiers? Alors, concernant les conditions de recevabilité, nous pouvons énumérer 3. Il y a 3 conditions de recevabilité. D'abord, il y a la condition de forme. Ensuite, la condition de fond et la condition de délai. En ce qui concerne la condition de forme, la demande doit être introduite sous forme écrite, non timbrée, signée de la main de son auteur ou de son mandataire légal disposant ou jouissant d'un mandat régulier. Maintenant, normalement, elle est individuelle, sauf cas particulier, notamment en cas de conjoint de procédure faite par les conjoints et bien d'autres cas particuliers. Elle doit être individuelle. Maintenant, en ce qui concerne les conditions de fond, la réclamation contentieuse doit clairement identifier le litige sur lequel porte la réclamation. Donc, identification du litige. Le contribuable doit clairement exposer les moyens, c'est-à-dire les motifs pour lesquels il saisit ou il introduit sa réclamation contentieuse avec toutes les pièces de
toutes les pièces justificatives qui peuvent contredire ou qui peuvent infirmer la position, si c'est dans le cadre d'un contrôle, la position du vérificateur. Il doit joindre toutes les pièces de procédure et surtout l'AMR, parce que c'est avec l'AMR qu'il peut enclencher une action en contestation auprès de l'administration fiscale. Maintenant, il y a également la condition de délai. À ce niveau, il faut distinguer deux types de délais. Il y a le délai général et il y a le délai spécial. Le délai général, il concerne les impositions primitives, les déclarations spontanées et autres. Alors, ce délai général, il court jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle de l'imposition ou qui suit le fait objet de la réclamation. Donc, 31 décembre N+1 pour le délai général. Le délai spécial, il est particulièrement adressé au contrôle fiscal. Donc, ce n'est qu'en cas de contrôle fiscal qu'on peut parler de délai spécial. Alors, c'est le parallèle entre le droit de reprise de l'administration fiscale qui est autorisé à contrôler et à redresser les 3 derniers exercices du contributeur. Donc, l'administration, le législateur a offert un délai égal à celui du droit de reprise de l'administration fiscale dans ce délai qui court jusqu'au 31 décembre N+3, à compter de la réception de la notification de redressement. Le contribuable a alors 3 ans jusqu'au 31 décembre N+3 pour porter sa réclamation auprès de l'administration fiscale. D'accord. Donc, nous retenons 3 conditions majeures. Conditions de forme, de fond et de délai. Exactement. D'accord. Et donc, quels sont les documents à fournir par le contribuable? Alors, je le disais déjà, dans la condition de forme et de fond, il doit présenter sa réclamation de façon écrite, non timbrée. Je le répète, non timbrée, c'est de dire la volonté du législateur de ne pas opprimer le contribuable et c'est un droit, une garantie qui est offert au contribuable pour pouvoir contester la régularité ou le bien fondé d'une imposition. Donc, la demande, elle doit être écrite. Signée. Pardon? Demande manuscrite? Non, elle peut être saisie, mais elle n'est pas transmise de façon virtuelle. Elle doit être déposée de façon physique. Oui. À la direction de la législation? Non, normalement non. Elle doit être déposée auprès du service émetteur de l'acte que le contribuable conteste. Donc, si je prends un exemple, si l'acte contesté a été pris par la direction des grandes entreprises, par exemple, c'est à la direction des grandes entreprises que le contribuable doit aller déposer sa réclamation. Si l'acte est pris par la division des impôts, des opérations fiscales de séquencer, normalement, c'est à ce niveau-là que le contribuable doit aller déposer sa réclamation. Donc, auprès du service gestionnaire? Auprès du service gestionnaire qui a émis l'acte. Et il doit joindre à sa réclamation toutes les pièces de procédure et toutes les pièces justificatives par lesquelles il remet en cause l'imposition qui lui a été notifiée ou qui est mise à sa charge. Donc, c'est notamment la lettre de réclamation non timbrée, signée non timbrée, et puis toutes les pièces justificatives. Oui, plus l'AMR. Ah oui, l'AMR, très important. Plus l'avis de mise en recouvrement. Oui. D'accord. Sans cet acte-là, normalement, la saisine du contentieux est prématurée. Ok, donc c'est un document très important. Très important. Ok. Donc, l'AMR, la lettre de réclamation signée non timbrée, et puis toutes les pièces justificatives. Toutes les pièces de procédure et toutes les pièces justificatives. Oui. D'accord.
Pour les pièces de procédure, on les connaît. Par contre, les pièces justificatives, c'est à la discrétion du contribuable, puisque c'est lui qui sait que ce chef de redressement ou cette imposition que je conteste, voilà les éléments que j'ai pour prouver, moi, mes allégations. Donc, la preuve, elle est libre en ce moment-là. D'accord. Alors, un peu plus haut, vous avez parlé du recours gracieux et du recours contentieux. Alors, qu'est-ce qui distingue ces deux recours? D'accord. Il faut déjà dire que les deux recours font partie de la même famille du contentieux fiscal, c'est-à-dire lorsqu'on parle du contentieux fiscal au sens large, ça regroupe la contestation proprement dite, qui est le recours au sens strict, et les recours gracieux, les dégrèvements d'office. Mais la différence entre la contestation pure et simple, c'est que le contribuable, à ce moment-là, conteste l'imposition qui a été mise à sa charge. Il n'est pas d'accord sur la position de l'administration fiscale. Donc, il conteste, il demande à ce que le juste impôt soit rétabli à son avantage. Par contre, le recours gracieux, le contribuable, il ne conteste pas l'imposition qui lui a été notifiée. Il ne conteste pas les montants qui ont été mis à sa charge. Il demande à l'administration fiscale un accompagnement. C'est une doléance. Un accompagnement parce qu'il se retrouve dans une situation difficile. On dit, le législateur même parle d'un contribuable qui se retrouve en incapacité de faire face à sa charge fiscale. Donc, il se trouve dans une situation de gêne ou d'indigence, ne lui permettant pas de faire face à sa charge fiscale. Dans ce cas, il demande un accompagnement de l'administration fiscale. Mais attention, parce que nous voyons un phénomène qui se passe depuis, depuis que l'administration fiscale existe, mais surtout depuis un certain temps, où le contribuable pense que c'est un droit pour lui d'obtenir la remise gracieuse de ses pénalités majorations lorsqu'il introduit. Parce que cette situation de gêne, d'indigence, de difficulté qu'il présente, elle doit être prouvée. Tant qu'elle n'est pas prouvée, normalement, ça reste une allégation, une simple allégation. Donc, il appartient au contribuable qui réclame le bénéfice de cette mesure-là que le législateur a mise en place pour soulager parfois pour soulager les contribuables qui sont en difficulté, pour qu'ils ne se retrouvent pas en situation de cessation d'activité, puisque ça aura d'autres impacts sur le volet social, économique et autres, de pouvoir bénéficier de cette mesure particulière. D'accord. Alors, c'est vrai que ce n'est pas ça le sujet de l'émission, mais quelles sont les décisions qui peuvent découler du recours gracieux? En faveur, bien sûr, du contribuable. Bon, les décisions, si c'est en faveur du contribuable, c'est que déjà, c'est qu'il a gain de cause. Il a gain de cause, sauf que, eu égard, là, ça veut dire que le contribuable, il a suffisamment motivé et prouvé sa gêne, sa difficulté. Là, au regard des éléments de preuve qu'il a mis à la connaissance, à la disposition de l'administration fiscale, le commissaire, puisque c'est lui qui est le signataire de toute décision, le commissaire peut décider de l'accompagner à hauteur, je dis n'importe quoi, de 10% sur les pénalités majoration, de 20%, 25%, 50% ou même de la totalité de sa demande. Merci bien, madame. Alors, madame, monsieur, nous sommes dans les MDF, nous parlons du contentieux fiscal et nous sommes avec madame la directrice. Nous allons vous donner le temps de digérer toutes les informations qui ont été données. Alors, revenir juste après la pause publicitaire pour continuer cette émission.
Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord. C'est OTR TVM, c'est pour le contrôle de la TVM de 2024. Ok, Vous pouvez d'accord. voir la carte grise? Je paie ma TVM pour le développement des infrastructures routières. Faites comme moi, téléchargez sur Play Store l'application OTR TVM et payez en toute simplicité. Nous sommes de retour sur le plateau des MDF. Nous parlons aujourd'hui du contentieux fiscal et nous avons comme invité Madame la directrice de la législation fiscale et du contentieux. Et nous avons parlé en long et en large du contentieux en soi, des conditions de recevabilité des dossiers et surtout des documents à fournir. Alors, Madame la directrice, une fois les dossiers acceptés, quelles sont donc les grandes étapes de la procédure du traitement du contentieux? D'accord, merci Esther. Je vais plutôt dire, une fois la demande introduite, Okay. là, on a plusieurs étapes que suit le dossier, la réclamation contentieuse. La première étape, c'est bien évidemment l'identification du litige. La réclamation contentieuse qui est introduite va faire objet d'une étude préliminaire pour s'assurer que le litige porte effectivement sur un impôt ou un litige fiscal. Maintenant, après cette étape, on procède à l'étude de la recevabilité de la réclamation contentieuse. C'est à ce niveau-là qu'interviennent les conditions de forme, fond et délai que j'ai exposées plus haut. Donc, une fois que le dossier a passé cette étape et qu'on a établi que la réclamation est recevable, on passe à l'instruction, à la phase instruction du dossier. L'agent instructeur en charge du dossier va étudier la problématique soulevée, les chefs de redressement contestés ou l'imposition contestée, les arguments, les moyens et arguments qui soutiennent ou qui sous-tendent la réclamation, analyser tous ces éléments-là au regard de la conformité fiscale. Donc, lorsque est finie l'instruction du dossier qui permet de situer la position du contribuable, la position, si on est bien évidemment en matière de recours suite à un contrôle fiscal, la position du vérificateur et maintenant dire le droit. Qu'est-ce que le droit fiscal dit par rapport à chaque point de contestation soulevé par le contribuable? Et à chaque point de contestation soulevé par le contribuable, faire un projet de réponse à l'attention du commissaire des impôts. Donc, c'est la somme de ces éléments-là qui va constituer le projet de décision à soumettre à l'appréciation du commissaire des impôts. Donc, lorsque l'instruction est finie, on passe maintenant à la phase de décision. Et la décision, comme je l'ai dit, elle appartient au commissaire des impôts qui, après avoir étudié, analysé l'instruction qui a été faite par le service en charge du contentieux fiscal, décide de la suite ou de la réponse qui marque maintenant la réponse de toute l'administration fiscale sur ce dossier à notifier au contribuable. Donc, nous notons 4 phases majeures. Donc, la phase de l'identification, la phase de l'étude de recevabilité, Oui. de la réclamation, Oui. la phase de l'instruction du dossier, et puis la décision. Exactement. D'accord. Alors, devant quelle autorité ou juridiction la réclamation contentieuse est portée en premier lieu? OK. La particularité du contentieux fiscal, c'est qu'il comporte une phase administrative préalable et obligatoire. Ce n'est pas comme tous les autres litiges entre particuliers où tout de suite la partie qui n'est pas satisfaite de la situation peut saisir un juge pour se faire entendre ou obtenir, obtenir réparation.
au niveau du contentieux fiscal, la caractéristique, c'est que le contribuable ne peut pas porter sa réclamation directement auprès des instances juridictionnelles. Il doit d'abord porter le litige auprès de l'administration fiscale. C'est ce qu'on appelle la phase administrative préalable et obligatoire. Et auprès de l'administration fiscale, comme je le disais plus haut, la demande doit être adressée ou déposée, adressée au commissaire des impôts, mais déposée auprès du service gestionnaire. Auprès du service gestionnaire. Mais l'instruction de la réclamation est faite par le service en charge du contentieux fiscal, notamment la division du contentieux fiscal. Donc, maintenant, lorsqu'à la fin, puisqu'on a parlé des étapes, à la fin, le commissaire rend sa décision et que le contribuable n'est pas satisfait de cette décision-là, le législateur lui donne un délai d'1 mois à compter de la réception, un délai de 2 mois à compter de la réception de la décision du contribuable pour saisir le juge approprié. Parce que là encore, il y a une différence suivant la nature des impôts en cause. Ce sera la chambre administrative de la cour d'appel ou le tribunal de grande instance. Donc ça veut dire que le dossier peut se poursuivre au-delà de l'OTR. Bien sûr. D'accord. Et donc, au terme de la procédure, à la fin de la décision prise, quelles sont les issues possibles? OK. Je venais de dire que s'il n'est pas satisfait, il peut continuer. Mais quelles sont les issues possibles? OK. À la fin lorsque le commissaire des impôts a rendu sa décision, qui marque, comme je le disais, la position de toute l'administration fiscale, le contribuable, il a 2 choix. Soit il accepte la décision du commissaire parce qu'il est convaincu, soit il n'est pas convaincu, mais il poursuit sa réclamation, mais ce sera en ce moment auprès des instances juridictionnelles. L'autre possibilité qui s'offre à lui, c'est qu'il demande à bénéficier d'un recours gracieux, à bénéficier d'une remise gracieuse. Après la décision? Après la décision, oui. Puisque le recours gracieux n'est nullement lié à la procédure contentieuse, mais traite des cas de contribuables qui sont dans des situations de gêne ou d'indigence. Alors, s'il estime ou qu'il a des éléments pour attester que sa situation représente une situation de gêne ou d'indigence, il peut soumettre sa demande au commissaire pour statuer sur son cas. Donc, voilà un peu les procédures. Sinon, dès lors que la décision est rendue, les montants sont immédiatement exigibles s'il avait constitué une garantie pour obtenir un sursis de paiement. OK. Et quelles sont les différentes décisions qui peuvent être prises par le commissaire des impôts? D'accord. Alors, puisque l'objectif du contentieux fiscal, c'est de rétablir la justice fiscale, donc après l'instruction du dossier, si la conclusion est que la conformité a été parfaitement respectée par le vérificateur, là, ce sera un maintien pur et dur de la position du vérificateur, de l'administration fiscale travail. Mais si l'étude a permis de révéler qu'il y avait une insuffisance ou une appréciation pas totalement conforme du vérificateur, on peut aboutir à un dégrèvement partiel. Donc, la décision peut être un dégrèvement partiel au total ou carrément un abandon pur et simple du montant contesté. Lorsque vraiment la conformité n'a pas transparu dans la décision ou dans la position du vérificateur. Et le commissaire n'hésite pas
n'hésite pas à prendre cette décision parce que c'est aussi une question de sincérité dans nos relations avec le contribuable. C'est la question de la justice fiscale et c'est aussi l'image de l'administration fiscale qui se veut franchement transparente et juste. D'accord. Alors, si le contribuable n'est pas satisfait de la décision rendue, comme on venait de le dire, quelles sont les autres voies de recours qui s'offrent à lui? Vous avez dit qu'il peut aller auprès des autres juridictions. Oui. Mais concrètement, auprès de quelle juridiction, par exemple, il peut aller? OK. Là, lorsque on est si le litige porte la juridiction auprès de laquelle le contribuable peut porter sa réclamation va dépendre des impositions des impôts en cause. Donc, si on est en présence des impôts directs, sauf les droits d'enregistrement, la juridiction compétente, c'est la chambre administrative de la cour d'appel. Maintenant, si le litige porte sur les droits d'enregistrement, il devra s'adresser à la juridiction judiciaire. Donc, voilà un peu, selon la nature des impôts en cause et des impôts contestés, la voie que peut suivre le contribuable. D'accord. Alors, durant donc, la procédure contentieuse, la procédure pendant laquelle donc, le dossier est en étude, quelle garantie la loi offre au contribuable? Bon, déjà, il faut dire que la faculté même de saisir le contentieux pour contester ou protester sur une imposition qui est mise à sa charge constitue une garantie que la loi offre au contribuable pour contester la régularité ou le bien fondé d'une imposition. Donc, c'est déjà une garantie en soi. Mais en plus de ça, lorsque le dossier est porté auprès du commissaire des impôts dans une procédure contentieuse, la loi permet au contribuable de pouvoir obtenir un sursis de paiement. C'est-à-dire que les montants qu'il conteste ne peuvent plus faire l'objet de recouvrement. Il faut noter que la saisine du contentieux n'arrête pas le recouvrement. Okay. Ce n'est pas parce que le dossier est en instance d'étude ou en instruction au contentieux que le receveur ne va plus exercer d'action de recouvrement contre le contribuable. S'il ne veut pas que toutes les actions en recouvrement qui sont prévues par le CGI et le LPF soient mises en branle pour recouvrer la créance de l'État, la loi lui dit tu as la possibilité de demander un sursis de paiement. Et ça, c'est avec le receveur. Et la loi a fixé un montant de garantie équivalent à au moins 25% du montant contesté. Mais pour la partie non contestée, normalement, le contribuable doit s'en libérer immédiatement. Quitte à obtenir auprès de son service gestionnaire, notamment le receveur, un plan de règlement qui lui permettra d'éponger sa dette fiscale. Donc, pour la partie de la contestation, pendant que le dossier est en cours de traitement auprès du service contentieux, le contribuable devra déposer une garantie de 25% du montant dû. S'il ne veut pas que le receveur puisse poursuivre son action de recouvrement, il constitue la caution. Autrement, tout le montant devra faire l'objet de procédures de recouvrement par le receveur. Et donc, quelles sont les conséquences financières ou administratives lorsqu'un dossier est admis au contentieux fiscal? OK, c'est ce que je disais tantôt. Justement. Oui. Donc, soit il constitue la caution qui le décharge du paiement des sommes contestées, soit il ne la constitue pas et la totalité du montant va être recouvrée par le receveur de son service gestionnaire. Maintenant, lorsque la décision est rendue, le montant, si on aboutit à un dégrèvement total, c'est que le montant de la garantie lui est restitué parce que désormais sans objet. Okay. Maintenant, s'il a obtenu un dégrèvement partiel, le receveur
va encaisser, ça dépend si le montant de la caution est suffisante pour éponger la dette du contribuable. Le receveur va encaisser ce montant-là pour le compte du contribuable. Mais s'il y a en cas de complément à faire, maintenant, il va réclamer le complément au contribuable. Mais si le montant de la caution dépasse le montant qui est contenu dans la décision contentieuse, là, le contribuable disposera d'un crédit que l'administration fiscale devra lui restituer. Okay. Alors, Madame la directrice, est-ce que selon vous, le contentieux fiscal joue un rôle de transparence entre l'administration fiscale et les contribuables? Je l'avais effleuré tantôt en disant que de par l'objectif qui est assigné au contentieux fiscal, qui est celui de rétablir la justice fiscale, le contentieux joue alors un rôle primordial dans la relation qui unit le contribuable à l'administration fiscale. Parce que, au travers des décisions contentieuses, déjà le droit qui est accordé au contribuable de pouvoir se faire entendre et d'obtenir justice, ça crée une relation de confiance entre l'administration fiscale et le contribuable. Et je disais tantôt, l'administration fiscale togolaise s'est résolument engagée dans une transparence et dans une question de partenariat et de sincérité dans ses relations avec les contribuables. De la sorte, ce n'est que la conformité fiscale qui est visée lorsque le dossier arrive au contentieux fiscal. Et le commissaire n'hésite pas lorsque le montant ou les sommes contestées ou la procédure entreprise n'est pas conforme aux dispositions fiscales en vigueur. Il n'hésite pas à prononcer des dégrèvements ou des abandons totaux purs et simples. Donc, en cela, je pense que la transparence qui est voulue se fait ressentir justement au niveau de ce service-là. Et c'est pour ça qu'on qualifie le contentieux fiscal un peu comme le baromètre de la performance de l'administration fiscale. Le contentieux fiscal maintenant rend compte de l'action de l'administration fiscale, si elle est conforme ou pas, si elle est juste ou pas, et la sécurité juridique du contribuable est assurée ou pas. Donc c'est un peu ces missions-là que remplit cette fonction. D'accord. Merci beaucoup, Madame la directrice, pour toutes les réponses que vous êtes en train de nous donner. J'espère que nos chers internautes prennent bien note. Alors, lentement mais sûrement, nous tendons vers la fin de cette émission. Nous allons encore souffler un petit peu et nous allons donc revenir pour la troisième et dernière partie de cette émission. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord. C'est OTR TVM, c'est pour le contrôle de la TVM de 2024. Ok, Tu peux d'accord. voir la carte grise? Je paie ma TVM pour le développement des infrastructures routières. Faites comme moi, téléchargez sur Play Store l'application OTR TVM et payez en toute simplicité. Nous sommes sur le plateau des MDF. Nous parlons aujourd'hui du contentieux fiscal et nous sommes donc dans la dernière partie de cette émission. Alors, nous venons de parler de la procédure depuis le début jusqu'à la fin. Alors, Madame la directrice, en moyenne, combien de temps peut durer le traitement d'un dossier de contentieux fiscal depuis la première phase jusqu'à la dernière phase? D'accord. Merci, Madame Esther. Sur cette question, il faut dire que le législateur a strictement encadré le traitement des dossiers au contentieux. Et la loi, à ce jour, prévoit un délai de 2 mois
prorogeable d'1. Donc, je profite pour dire que par le passé, ce délai était de 6 mois, prorogeable de 3. Et c'est toujours d'actualité dans plusieurs administrations fiscales aujourd'hui, notamment la France dont on s'inspire. Dans le délai normal, il est de 3 mois. Quoique, eu égard au dossier qu'on a, au dossier qui se présente au traitement, eu égard à la complexité parfois des dossiers ou des points soulevés, ce délai peut être plus ou moins long, relativement long. D'accord. Alors là, nous avons vu qu'il y a 4 phases. Est-ce que chaque phase a un délai statique ou bien c'est en fonction du dossier que vous définissez le délai? Disons que le délai s'impose, le dossier impose le délai qu'il faut. Okay. Le dossier, la nature du dossier à traiter impose le délai qu'il faut. Et je disais au niveau des conditions de forme que le dossier, la demande doit être adressée, déposée auprès du service gestionnaire. Sauf que lorsque le contribuable a la possibilité ou est ignorant, parfois, le dossier peut être déposé auprès d'un service non compétent. Et charge à ce service-là de faire un transfert de compétences auprès du service compétent. Et dans ces transferts-là, il peut y avoir une perte de temps. Et les 3 mois déjà prévus par le législateur peuvent s'avérer déjà écoulés. Parce que le législateur, pour garantir les droits du contribuable, ne fait pas la distinction qu'il s'agisse d'une demande déposée auprès d'un service non compétent ou d'une demande déposée auprès d'un service compétent. Dès lors que l'administration fiscale a réceptionné la réclamation du contribuable, le délai commence à courir. Donc, ça peut être déjà un handicap au suivi ou à l'exécution stricte, à l'application stricte de ce délai. Alors, un peu plus haut, nous avons dit que l'une des sanctions, l'une des décisions qui peuvent être prises, c'est le paiement de l'imposition définitive contenue donc dans la décision que le CI prend en fin de compte. Alors, au-delà de ce paiement-là, est-ce qu'il y a d'autres sanctions? Avant peut-être de revenir à cette question, j'aimerais ajouter quelques éléments par rapport aux faits qui peuvent entraver l'application ou l'exécution stricte de ce délai. Je disais tantôt la complexité du dossier. Donc, c'est le dossier qui impose le délai. Donc, si le dossier qui est soumis à instruction pose un problème nouveau ou qui a une répercussion sur la doctrine ou même la jurisprudence, vous comprenez qu'il va prendre que l'administration fiscale, dans le souci d'assurer l'impartialité qui lui est demandée dans la gestion du contentieux fiscal, prenne le temps qu'il faut, étudier de façon plus efficace, plus approfondie le dossier afin de rendre une décision qui ne laisse pas les droits du contribuable, mais qui ne laisse pas non plus les caisses du trésor public. Okay. Donc, il peut y avoir un fait nouveau, un problème de droit qui se pose. Et c'est pour ça, justement, vous allez voir que dans l'élaboration de la loi de finances, il y a beaucoup de propositions qui émanent du service du contentieux, justement, eu égard à ces constats-là qui sont faits. Oui, pour revenir à la question, des sanctions. En réalité, la saisine du contentieux fiscal est une garantie pour le contribuable. Donc, se retrouver à mettre des sanctions à l'issue de la décision contentieuse, quelque part, ce serait comme dissuader les contribuables d'exercer ce droit que le législateur leur reconnaît. Donc, il n'y a pas de sanction particulière après la décision du contentieux, sinon les sanctions de droit commun, parce que tous les contribuables sont égaux en droit. Comme le dit déjà la Constitution, tous les citoyens sont égaux en droit et en dignité. Donc,
Il n'y a pas de sanction particulière, c'est les sanctions de droit commun. D'accord. Alors, Madame la directrice, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. D'abord, nous voulons vous dire merci pour toutes les informations que vous avez apportées. Alors, de par votre expérience en tant que directrice, est-ce que vous avez un mot pour nos contribuables afin qu'ils puissent mieux comprendre ce que vous faites et peut-être mieux se préparer pour les prochaines fois? Je vais dire plutôt que le merci, c'est à vous de me donner cette opportunité de parler de ce sujet très passionnant, mais en même temps très délicat. Donc, c'est le lieu ici de lever un peu le voile sur ce que c'est que le contentieux fiscal. Et j'avoue que j'espère en tout cas qu'on aura l'occasion de revenir de façon plus approfondie, parce que là, nous sommes passés sur beaucoup d'aspects qu'on aurait pu approfondir pour que les contribuables puissent mieux appréhender la question. Alors, si je dois dire un mot de fin, je vais plutôt me référer à une affirmation de Louis Fillon, homme politique français, qui disait, avec laquelle j'aime commencer mes cours de contentieux fiscal, puisque j'anime des cours en matière de contentieux fiscal. Donc, cette affirmation qui dit « L'impôt n'est parfaitement accepté dans aucun pays. » Voilà la triste réalité. De toutes les relations entre l'État et le citoyen, la relation fiscale est sans doute la plus vulnérable. Il faut éviter de la brusquer et pire, de la casser. C'est pour dire que le contentieux fiscal a un positionnement très important dans l'administration fiscale, dans la gestion de la collecte de l'impôt, dans la gestion des missions de l'administration, des missions de l'administration fiscale, pardon. En ce sens-là, qu'il se positionne comme le juste équilibre entre la puissance de l'administration fiscale pour préserver les intérêts du Trésor et la sensibilité des citoyens contributeurs qui, au maximum, veulent préserver, sauvegarder leurs richesses et leur patrimoine, en assurant de façon impartiale, juste, la conformité à la loi fiscale. Donc, c'est sur ces mots que je voulais rassurer nos partenaires, les contribuables, qui souvent relient le contentieux fiscal au service gestionnaire parce qu'on estime que c'est la même administration fiscale. Certes, mais le législateur a voulu donner la chance, l'opportunité à l'administration fiscale, quand il le faut, d'assumer ses propres erreurs, de s'auto-incriminer, mais de rendre la justice fiscale et d'assurer une sécurité juridique aux contribuables. Voilà le rôle majeur que joue le contentieux fiscal. Merci. Merci beaucoup, Madame Lemou, pour toutes ces précisions. Nous comprenons désormais que le contentieux fiscal n'est pas seulement une affaire de chiffres, mais aussi de patience, de transparence et de droit. Exactement. Alors, Madame, Messieurs, nous voici à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que toutes les informations apportées vous aideront désormais dans vos rapports avec l'administration fiscale. Et s'il y a un aspect qui vous échappe, l'émission demeure sur nos différents réseaux sociaux, notamment Facebook, YouTube et TikTok. Vous pouvez reçu l'émission autant de fois que nécessaire. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez appeler le centre de contact de l'OTR, le 8201, donc pour poser toutes vos questions. Alors vous pouvez laisser vos questions dans les commentaires et nous vous répondrons avec plaisir. Merci à toute l'équipe technique qui a assuré la mise en onde de cette émission. Le prochain rendez-vous est donc pour le 3 décembre, pour le prochain et dernier numéro de cette année. Nous espérons vous retrouver le 3 décembre, donc à partir de 10h30 sur les mêmes canaux Facebook et YouTube. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.